Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette première série est consacrée à Émilie Summers. Eh bien voilà, nous sommes de retour chez Émilie. Bonjour Émilie. Mais bonjour Valérie. Alors on se voit pour la 3e fois. Ouais. Bien, je suis de retour dans ce lieu magique, que j'ai qualifié de magique dès la première fois. Nous sommes à Cours-Saint-Étienne, je crois que je ne l'avais pas évoqué. Aujourd'hui, on va prendre plus de temps pour comprendre ce que tu fais dans ce lieu, toutes ces activités qui, on l'a vu la dernière fois, commencent à se rassembler sous la juste exception. Voilà. Tout à fait. Mais il y a quand même, il y a quand même évidemment plein d'autres choses en dessous dans cette pyramide. Et ce lieu, déjà, c'est un lieu d'habitation à côté, puisque tu habites la maison. Nous sommes dans la cour et je suppose que c'est un ancien garage ? Oui, tout à fait. C'est un ancien garage d'ailleurs que mon mari souhaitait abattre pour mettre du gazon. Ah Les maris ont de drôles d'idées. Pour avoir un plus grand jardin. Et je lui ai dit, attends, je pense que je vais pouvoir en faire quelque chose. Et là a démarré cet incroyable luxe que de pouvoir créer son espace de travail à côté de chez soi. Cet incroyable bonheur. Oui, c'est vrai, c'est incroyable bonheur. C'est un vrai bonheur rentable, vraiment, vraiment. Ouais. Et en plus, on l'a terminé 15 jours avant le confinement. Donc, on a eu la joie immense de vivre un confinement avec cet espace de travail qui était séparé de la vie de famille et qui a été vraiment... tout à fait exceptionnel. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est ton antre ici. Ah oui, c'est mon antre, ça c'est sûr. C'est un lieu de recueillement, de ressourcement, de créativité et aussi d'accueil. Oui, tout à fait. Parce que, alors, au rez-de-chaussée, là, nous sommes sur des parquets en bois brut avec des murs d'un bleu turquoise. Ouais, bleu canard, bleu turquoise, bleu canard. Bleu poisson. On y a des murs en pierre, on y a des couleurs. Enfin, c'est les fauteuils très confortables dont j'ai parlé la première fois, un poêle. Là, il y a un meuble derrière et je comprends de ce que tu dis, ce que tu m'as dit avant, que c'est un meuble qui abrite ton administratif. Oui, en fait, dans cet espace, il y a mes différentes activités qui se reflètent, que ce soit dans les meubles, que ce soit dans l'espace visuel. Chaque partie de mes activités sont dédiées à cet espace. Et donc derrière moi, effectivement, il y a un meuble que j'ai chiné. Tout ce qui est ici est chiné. C'est tous des meubles, je peux te dire quand je l'ai acheté, chez qui je l'ai acheté, à quel moment je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté. Tout ça est tout à fait à sa place de manière très précise. Et derrière moi, il y a un meuble qui à la fois est un meuble vitré dans lequel je peux déposer les créations des bagues et en dessous, je peux y mettre mon administratif et c'est un secrétaire que je peux donc fermer pour que esthétiquement, l'administratif ne m'encombre pas et quand ça ne va plus, je ferme parce que ma force ne se situe pas dans l'administratif. Mais donc voilà, il y a vraiment chaque espace qui est dédié à une partie de mes activités.
C'est fantastique, fantastique, polyvalent, évidemment, Polyvalent. forcément. Et d'ailleurs, derrière toi, pour la petite anecdote, il y a un meuble sur mesure qui est le meuble de mon mari, puisque lui télétravaille de temps en temps et pendant le confinement, il venait se réfugier ici et très vite, je lui ai dit « Ok, tu peux venir, mais alors ton PC, tes fils, tout ça, ça va pas. » Et donc, on a fait faire le meuble sur mesure par rapport à ses besoins et quand il ouvre ce meuble, il est dans son univers et puis il le referme. Et pour moi, c'est OK de partager cet espace, mais de ne pas être envahi visuellement par l'univers de quelqu'un d'autre. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu l'as accueilli, grand bien à toi, bienveillance. Et effectivement, on sent bien l'esthétique dont tu as parlé. Tu as parlé d'éthique la dernière fois, mais là, on parle maintenant d'esthétique. Et cette combinaison, puisqu'en fait, encore une fois, les multipotentiels ont plein de dualités et essaient de faire cohabiter des termes, des concepts, plein de choses pour pouvoir être dans le « et pas dans le « ou ». Donc là, tu as un lieu qui est fonctionnel et esthétique. Oui. Et tu as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et dans la maison, c'est également des choses très importantes. Chaque objet a une histoire. Chaque objet m'a touchée ou est lié à quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que les objets ne sont pas là par hasard. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de... Mon mari pourrait dire que je suis une acheteuse compulsive, mais en fait, pas du tout. Chaque objet est très, très précis. Je dirais... juste. Oui, je suis une acheteuse juste. J'adore chiner, j'adore ça. Et d'ailleurs, on le voit après, on en reparlera, mais dans mes créations, il y a de l'upcycling avec de la chine. Je ne sais pas si on dit de la chine ou du chinage. En tout cas, je chine ce que je transforme en bijouterie aussi. Tu sais que ce lieu, en fait, est une juste exception. Écoute, voilà, tout est dit. Je crois qu'on peut... totalement. Il s'intègre parfaitement dans ces mots, dans cette marque identitaire que tu as trouvée la dernière fois. Car il reflète qui tu es, il reflète ce que tu fais. Ce qui n'est pas simple, être et faire, et pouvoir effectivement le montrer. Pouvoir accueillir, puisque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un lieu dans lequel, en plus, tu accueilles. Oui. Donc plusieurs fois par semaine, j'ai une dizaine de personnes qui défilent ici dans le contexte de l'accompagnement thérapeutique ou de l'accompagnement de leaders en entreprise. Et donc effectivement, ils viennent déposer et se poser ici. Donc les 4 fauteuils que tu vois ici près du poêle sont l'espace dédié à la thérapie. Alors, la thérapie, elle s'adresse à qui ? On est chez une dyslexique. Est-ce que c'est uniquement cette partie-là ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en tant que thérapeute ? Oui. Donc, je suis hypnothérapeute. Je travaille avec des outils qui sont la thérapie brève. Je travaille avec la thérapie des schémas. Et je travaille également l'hypnose et l'EMDR, qui est une technique en post-traumatique. Et donc, les personnes qui viennent chez moi sont des personnes qui sont pour la plupart actifs dans la vie professionnelle. Ils sont généralement en changement et en tension, qu'ils n'arrivent pas à comprendre d'où viennent ces tensions. Et mon job, c'est de leur permettre, soit avec l'hypnose, soit avec le MDR, soit notamment avec la thérapie des schémas, qu'ils aient une meilleure grille de lecture d'eux-mêmes pour pouvoir s'approprier au mieux leur changement et qu'ils soient le moins chaotiques, violents ou douloureux que possible. Et donc, il y a plusieurs thématiques. Il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir des comportements involontaires qui ne s'expliquent pas. Et j'ai effectivement une forte population de neuroatypiques qui s'ignorent. Étonnant. Et que j'envoie effectivement en collaboration avec une neurologue que j'envoie pour les tests puisque je ne suis pas habilitée à pouvoir les faire. Et donc, pour l'instant, je suis très fière de le dire quand même, toutes les personnes que j'ai envoyées se faire tester sont tous des poissons qui ont appris à grimper dans un arbre et qui se sont blessés. Et donc, l'idée, c'est de leur apprendre à prendre soin d'eux et à se réparer. Encore une fois de la réparation. Encore une fois de la réparation. J'en profite pour dire que nous avons d'ailleurs un petit peu aussi collaboré puisque avec le bonheur rentable, j'ai un diagnostic de bonheur rentable qui
permet, un peu comme toi, je n'ai pas du tout de prétention de tester les gens, bien sûr, mais j'ai reconnu beaucoup de similarités dans les traits de personnalité, les motivations des atypiques, des fameux fêlés. Donc c'est un diagnostic que l'on a expérimenté ensemble, je le dis au passage. Donc ça, c'est l'activité thérapeutique. Oui. Tu as donc d'autres activités dans ce lieu? Oui, alors dans ce lieu, je reçois également des managers, mais plutôt des leaders qui sont dans un plafond de verre au niveau des entreprises. Donc on est plutôt sur des plus grosses structures. Et ces personnes sont dans une très très bonne performance, une très bonne connaissance d'eux-mêmes. Ce sont ce qu'on appelle des potentiels élevés, c'est-à-dire que l'entreprise investit sur ces profils car ils sont rentables pour l'entreprise, mais ils côtoient eux aussi leur plafond de verre et c'est qu'ils puissent vraiment se déposer ici dans tout ce qu'ils sont au-delà de leur performance, mais qu'on puisse également regarder ce qui est fragile et comment en prendre soin. Parce que, j'en profite quand même pour le déposer, il y a beaucoup de potentiels élevés qui terminent chez moi en 1000 morceaux parce qu'ils n'ont pas été correctement managés. Et donc, ça fait partie aussi de ce pourquoi j'œuvre au niveau des formations et des conférences, c'est de parler de neurodiversité dans l'entreprise et de prendre soin de ces potentiels qui sont extrêmement rentables, mais ils sont rentables que si on prend soin d'eux et qu'on arrive à rentrer dans leur univers et leur mode de fonctionnement. Donc c'est avec eux que je travaille également. Ouais, c'est une évidence, évidemment, je partage totalement ça, j'en côtoie aussi, parce qu'effectivement, cette fragilité dont on parlait la dernière fois, cette humanité, cet humanisme, c'est une façon d'être finalement qui, dans certaines entreprises, on ne va pas dire évidemment que toutes les entreprises sont comme ça, mais il y a cette base assez stressante de performance et de maltraitance qui va à l'encontre finalement de l'expression de la potentialité de ces gens-là. Tout à fait. Qui sont passionnés par définition, oui. Qui s'investissent au-delà de ce que l'on demande et qui sont de parfaits candidats au burn-out. Tout à fait. Donc il y a vraiment là un beau chemin de prévention que je fais avec eux. Parfois ils arrivent alors que le burn-out est déjà installé, mais en fait le burn-out pour moi c'est une mue, c'est un changement qui est nécessaire et donc c'est l'occasion de remettre les cartes au bon endroit et souvent les profils qui quittent l'entreprise parce que ce que tu nommes comme maltraitance ou qui n'ont pas eu connaissance de comment ils fonctionnaient et se sont épuisés, souvent finissent en entrepreneur avec des très bonnes idées. Je pourrais écrire un bouquin de tous ceux qui ont fini par créer leur propre structure parce que, à un moment donné, les taux se resserrent et leur performance arrive à un cul-de-sac. Évidemment. D'où l'importance de prendre soin d'eux en entreprise. Voilà, de revenir à soi. D'abord, effectivement, et c'est ce que tu accompagnes. Tout à fait. C'est finalement la reconnexion à soi et qui permet d'avoir un petit peu plus de clairvoyance finalement sur son potentiel. Tout à fait. Et sur sa façon de l'exprimer et surtout en général, ce décalage avec le milieu dans lequel ils sont qui ne permet pas de le reconnaître et de l'accompagner, et plutôt l'inverse. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un chemin que moi j'ai fait, donc je le connais, et qui est un long chemin d'ailleurs. Ça n'est pas rien de sortir d'un cadre de salariat, même si l'on est intrapreneur, de devenir entrepreneur, c'est toute une autre logique. Oui. Donc d'où l'importance d'être accompagné. Exactement, c'est ce que j'allais dire, d'où l'importance et l'extrême même nécessité de se faire accompagner et de cheminer avec d'autres et en rencontrant aussi, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, des personnes qui ont fait le chemin. Tout à fait, et de pouvoir aussi casser les codes en disant mais vous n'êtes pas qu'une seule chose en fait, vous avez besoin dans votre équilibre de pouvoir vous installer dans plusieurs compétences. Et comme ils ont été dans une expertise, puisque l'entreprise aime l'expertise, ils ont été poussés à fond dans des curseurs exclusifs, là où en fait ils seraient beaucoup plus en équilibre
ailleurs. Et là, c'est un petit peu ce monoculture de nouveau et cette permaculture. Et donc, il y en a beaucoup qui se découvrent le droit, l'autorisation de pouvoir sortir de cette boîte dans laquelle ils avaient besoin d'être et s'autoriser à être plusieurs. Bon, tous les profils ne sont pas plusieurs. Enfin, je veux dire, tous les profils ne sont pas multi et c'est important aussi de bien le diagnostiquer parce que sinon, ça peut être pire que mieux. Ouais. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de ce qui se joue ici. Et alors, si tu regardes autour de toi, il y a également des livres. Donc ici, on est vraiment sur la partie plus de l'hémisphère gauche. On est plus dans le narratif, on est dans l'intellectuel, on est dans l'aspect rationnel, érudit, sécure d'une certaine manière pour absorber toutes ces émotions, mais dans un cadre intellectuel qui est légitime et dans lequel il y a pas d'apprenti sorcier, quoi. Il y a vraiment cet aspect littéraire. Et d'ailleurs, derrière moi, il y a l'aspect administratif, il y a là où je travaille, où je crée les formations, où je crée la com. Donc ici, on est vraiment dans mon hémisphère gauche, en fait. Alors, l'hémisphère gauche est au rez-de-chaussée. Voilà, l'hémisphère gauche est au rez-de-chaussée. Et avant d'aller justement là-haut, il me semble que tu as aussi un jeu. Oui, tout à fait. Il y a un jeu, parfois que je déploie ici parce que l'espace le permet, qu'il y ait un jeu qui permet d'accompagner le changement dans l'entreprise, plutôt au niveau des équipes et ou des managers d'équipe, parce que quand il y a des transformations culturelles et des transformations de fond dans l'entreprise, parfois le manager perd le fil de où il en est, et ce jeu permet de travailler sur les étapes du changement et du leadership et du management à travers une métaphore de bateau qui avance sur un plateau de jeu, pardon. Et donc, tous les trimestres ou tous les mois, ça dépend de l'accord avec le client, on fait le point sur ce qui a bougé, comment sont les membres de l'équipe autour du plateau de jeu et où sont les niveaux de résistance dans le changement, puisqu'il y a 3 niveaux de résistance. Donc voilà, ça c'est effectivement un outil qui est parfois déployé ici. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Diagnostic Change, pardon. Diagnostic Change. Il faut dire, c'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile. C'est pas facile à dire. Il va falloir le rebaptiser. Je pense que pour la communication, il y a plus simple. Mais c'est très très intéressant parce que là, passer par le jeu, pour moi, le ludique, c'est vraiment une porte justement d'entrée magique. Oui. C'est peut-être un petit peu le lien entre le rez-de-chaussée et le 2e étage. Un petit peu de magie. Alors, pas de la magie, mais il y a quelque chose qui est un petit peu plus ressenti, attrayant et que l'on révèle au travers du jeu. Sans finalement parfois en avoir tout à fait conscience. Donc on vient conscientiser quelque chose. Donc bien sûr, on reste dans du rationnel, mais avec un révélateur en fait. Oui. Tout à fait. Tu es d'accord avec ça ? Tout à fait. Et en plus, un jeu grandeur nature. Oui, donc ça c'est très chouette parce qu'on a du mouvement qui se crée et puis ce qui est très, très intéressant, c'est que ça révèle des questions et dans le spectre de mes outils, toutes ces questions deviennent de la supervision de problèmes. Et donc la créativité, la recherche de solutions, la posture dans le management, tout ça du coup émane, un peu comme Mary Poppins déploie son sac et je suis très à l'aise là-dedans en fait. C'est vraiment là où je suis le plus à l'aise, c'est un problème, une solution, une énigme, une réflexion. J'adore ça. Donc, ça fait quand même 2 fois que tu me cites Mary Poppins. J'aime bien Mary Poppins. Il va falloir que... non, mais c'est pas il va falloir. Tu peux m'expliquer d'où ça vient J'ai une image très claire de Mary Poppins qui arrive chez ses 2 enfants dont elle va s'occuper. Et puis elle ouvre son sac et alors c'est ce moment où elle sort un lampadaire, elle sort des trucs. Ça fait un peu comme Merlin l'Enchanteur aussi qui ramène toute sa maison dans son petit sac pour partir. Un peu comme Harry Potter aussi. Harry Potter aussi. Et un peu comme des magiciens, en fait. Un peu comme des magiciens, en fait. Je trouve ça assez fascinant et je trouve ça génial. Et surtout à cette époque-là, qu'on ait pu le rendre visible aussi à l'écran. C'était une vraie prouesse technique. Et donc, cette Mary Poppins, elle est bienveillante, elle est joyeuse. Elle est joyeuse et elle est dans cette candeur que j'ai pas toujours et que je m'en veux parfois de pas avoir parce que la vie fait que c'est pas toujours facile. Mais je la trouve très inspirante et elle réveille une partie de la femme que j'ai envie d'être le plus souvent possible. C'est amusant parce que j'ai eu, par hasard, mais y a-t-il un hasard, regardé une vidéo de Mary Poppins il y a 2 jours,
en cherchant des comédies musicales en fait. Et je suis tombée sur une chanson de Mary Poppins qui a attiré mon attention et j'ai regardé ce morceau de vidéo et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui quand tu cites et que la dernière fois tu l'avais déjà cité, ça me titillait de te demander quelle était la Mary Poppins qui était cachée en toi. Mais j'ai l'impression qu'on a tous une Mary Poppins qui sommeille en nous et en fonction des couches qui viennent obstruer tout ça, elle s'étouffe et elle s'enferme. Et puis être dans sa juste exception, c'est autoriser cette magie, autoriser, encore une fois, ça tourne autour de la même chose, cette fragilité, même avec nos enfants, pouvoir exprimer que c'est trop, c'est pas assez, qu'on n'est pas bien, que c'est tellement important. Ils le ressentent avant nous, mais voilà. Et ça, c'est pas des choses avec lesquelles j'ai forcément grandi et que j'ai envie d'appliquer. Voilà, on fait ce qu'on peut avec mais le jeu, puisqu'on parlait du jeu, c'est aussi le jeu d'acteur, c'est aussi le personnage que l'on peut justement utiliser pour faire passer des fragilités, pour faire passer des morceaux, on va dire, ou bien peut-être notre enfant intérieur, comme on dit, mais qui permet d'emprunter à un personnage existant auquel on s'identifie vraiment. C'est ce qu'on fait aussi dans le clown, voilà, exactement, dans toutes ces formes de jeu. Et puis ça peut aider dans une situation, on revient au manager et son entreprise, de prendre un petit peu de recul parfois sur des situations en s'imaginant qu'on est dans la peau de Mary Poppins en écoutant un manager qui est en train de... C'est des choses que j'ai beaucoup appris à l'époque à Paris quand je me suis formée en management de la créativité et de l'innovation. Il y avait toutes ces techniques qui permettent un peu de prendre de la hauteur, de stimuler la créativité, de stimuler justement l'hémisphère droit et que j'ai longtemps utilisé. Et puis après, cette créativité explicite c'est manifesté de manière tout à fait invisible dans tout ce que j'entreprends. Mais effectivement, le ludique a une force exceptionnelle, exceptionnelle. La juste exception. La revoilà. Exceptionnellement juste. Bon, Émilie, merci pour ce nouvel entretien. Avec plaisir. Je te propose bien de te revoir prochainement pour aller visiter ton hémisphère droit. Mon hémisphère droit qui se situe effectivement un peu plus haut, au premier étage. Merci à toi, à bientôt. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.